Et ce qui est intéressant aussi dans la décision d'Emmanuel Macron, c'est que apparemment, il a pris cette décision et le Parlement l'a entérinée malgré l'avis des militaires et malgré l'avis du peuple français, n'est-ce pas? Et ça montre aussi que lorsque l'on parle de nos fameuses valeurs, démocratie, etc., de quelles valeurs parle-t-on et de quelle démocratie parle-t-on? Jacques Beau, bonjour. Bonjour. Vous êtes ancien membre du renseignement stratégique suisse. Vous êtes spécialiste des pays de l'Est et ancien chef de la doctrine des opérations de la paix des Nations Unies. Vous avez négocié avec les plus hauts responsables militaires et du renseignement de l'État russe juste après la chute de l'URSS. Vous avez aussi travaillé au sein de l'OTAN pour des programmes en Ukraine et notamment lors de la révolution de Maïdan en 2014. Vous avez publié récemment un 4e livre sur la guerre en Ukraine, intitulé « L'art de la guerre russe, comment l'Occident a conduit l'Ukraine à l'échec » aux éditions Max Mello. Que pensez-vous de l'interview d'Emmanuel Macron dans le JT de France 2 et TF1 jeudi dernier? Il a dit en particulier que nous n'avons plus de sécurité en Europe si la Russie venait à gagner en Ukraine. Alors la première chose qui m'a frappé se trouve un petit peu d'ailleurs dans la phrase que vous avez dite, parce que cette interview est en fait une suite d'affirmations qui ne sont d'ailleurs pas justifiées, on est vraiment dans un narratif qui est appuyé et martelé au fur et à mesure de l'interview. J'ai constaté aussi que les journalistes, notamment la journaliste de France 2, a essayé de manière plus incisive de comprendre quelles étaient les motivations et les justifications derrière ces affirmations, comme par exemple le fait que la sécurité de la sécurité de la France, était affectée, la sécurité de l'Europe, dans quelle mesure, etc. Parce qu'on est dans le domaine des affirmations purement gratuites. Et une autre chose qui m'a frappé également, c'est l'absence réelle d'objectifs fixés à la politique que Macron veut appliquer à l'égard de l'Ukraine. Parce que déclarer que la Russie ne peut pas gagner la guerre me semble être une affirmation sans objectif réel. On est dans des déclarations qui mènent à une action dont on ne peut pas voir l'issue. Parce que la question de gagner la guerre, d'abord, les Russes ont fixé des objectifs à leur opération, ils l'ont dit dès le départ, c'est-à-dire la démilitarisation et dénazification. Alors on peut discuter sur la portée de notamment du terme de dénazification, qui, au point de vue militaire, je le rappelle, avait été déclaré atteint le 28 mars 2022 déjà. Et par la suite, Vladimir Poutine est revenu sur cet objectif à propos du gouvernement qui est à Kiev, mais on n'a jamais su exactement comment la Russie envisageait cette dénazification. On pourrait imaginer par exemple que le fait que Volodymyr Zelensky renvoie le général Zaloujny, qui était notoirement pro du mouvement ultranationaliste ukrainien. On pourrait imaginer que ça puisse entrer dans le cadre d'une dénazification, ou plutôt que ça permette à la Russie de dire que cet objectif a été atteint. Mais bon, l'objectif de démilitarisation, il a été atteint déjà en fait plusieurs fois factuellement. Simplement, le renouvellement permanent et les efforts de la communauté internationale pour réapprovisionner l'Ukraine ou la remilitariser d'une certaine manière fait que cet objectif est toujours, si vous voulez, il est atteint, puis ensuite on recommence la boucle, etc. C'est ce qui s'est passé, comme je l'ai déjà dit, en mai-juin 2022. Il y a eu une première démilitarisation dans le sens où l'armée ukrainienne a perdu son potentiel à ce moment-là. Il a fallu renouveler ce potentiel avec les vieux stocks de l'ex-URSS qui se trouvaient encore en Europe de l'Est. Et il y a eu une deuxième militarisation, d'une certaine manière. Et puis ensuite, la Russie a de nouveau
épuiser le capital ou le potentiel ukrainien. Et il y a une troisième militarisation qui est arrivée à la fin 2022, début 2023, avec l'approvisionnement cette fois-ci de chars occidentaux, de vieille génération, mais quand même des chars occidentaux comme les Challenger, les Léopards et finalement les M1 Abrams. Et donc, on a finalement 3 cycles de militarisation. Et puis, actuellement, la problématique est que les Occidentaux sont arrivés au bout des cycles de militarisation qu'ils peuvent fournir à l'Ukraine. Donc, en réalité, on pourrait presque dire que l'Ukraine a déjà gagné d'une certaine manière. La Russie, pardon, a déjà gagné la guerre. Mais évidemment, la problématique, c'est que les Russes veulent obtenir une situation qui soit entérinée par un accord. C'est ce qui aurait dû être fait normalement en mars 2022 avec la proposition de Volodymyr Zelensky qui finalement a été retirée par le même Volodymyr Zelensky à la demande des Britanniques et notamment de Boris Johnson et des Français et des Allemands d'ailleurs. Parce que les Français et les Allemands étaient aussi du côté évidemment de Zelensky dans cette affaire, et on aura l'occasion d'y revenir. Mais cette proposition de Zelensky a donc été retirée, et on aurait pu déjà avoir une solution dans laquelle on aurait une solution où les deux auraient été gagnants, puisque les Ukrainiens auraient finalement vu leurs propositions acceptées, et puis les Russes auraient vu leurs objectifs atteints. Donc on aurait eu une situation d'équilibre, si vous voulez. Mais ça n'a pas été le cas. Donc depuis, on s'est engagé dans une dynamique de solution militaire du conflit, et cette solution militaire, elle a évidemment été propulsée ou alimentée par l'Occident. Donc le fait de gagner la guerre, qu'est-ce que ça veut dire dans ce contexte ? Et c'est en réalité ce que dit Macron quand il dit on veut empêcher la Russie de gagner la guerre. C'est simplement une formulation politique parce que c'est la Russie qui décidera dans la situation actuelle quand elle aura gagné. C'est la Russie qui est capable de dire quand elle aura gagné ou non. Elle pourrait dire j'ai gagné. Et donc l'objectif de Macron tombe. Par conséquent, cette formulation me semble un peu douteuse sur le plan politico-stratégique. J'ai de la peine à comprendre ce que Macron a voulu dire par là. Et puis, il y a quand même un certain nombre d'allégations qui sont également martelées durant toute son interview, notamment que la Russie n'a pas respecté ses engagements, que la France a respecté. Alors là, si on revient un peu à l'histoire, on peut dire que là, Macron ment. Parce que la France a été fortement impliquée dans le conflit ukrainien déjà depuis 2014, depuis avant Maïdan, puisque la France et l'Allemagne d'ailleurs étaient, et ça on est avant les accords de Minsk, la France et l'Allemagne étaient garants de l'accord qui a été passé entre l'opposition ukrainienne et le président Yanukovych le 21 février 2014, donc avant le renversement de Yanukovych. Et la France n'a pas tenu ses engagements. Yanukovych a été renversé malgré l'engagement qui avait été signé entre les manifestants et le président Yanukovych, et avec la garantie, comme je l'ai dit, de la France. Donc la France n'a pas tenu son engagement déjà là. Par la suite, le Maïdan s'est déroulé, Yanukovych a été destitué, et puis on a ce nouveau gouvernement non élu qui prend dans un premier temps le pouvoir, et on a le début des affaires du Donbass. Et pour la faire courte, on a ensuite les accords de Minsk, où là aussi la France est garante du côté ukrainien de ces accords, et là aussi, elle ne remplira pas sa parole, elle contresigne les accords, mais comme on le sait de l'aveu même de François Hollande à plusieurs reprises, eh bien, la France n'a pas respecté sa parole, n'a pas fait en sorte que l'Ukraine mette en œuvre ces accords. Et on le sait très bien, pas seulement par François Hollande, mais on le sait aussi par les déclarations
même de Emmanuel Macron, lors de cette fameuse interview qu'il avait, enfin cette discussion qu'il avait eue avec Vladimir Poutine, qui était téléphonique et qui a été ensuite rapportée par Le Figaro, si ma mémoire est bonne, où il y a le verbatim, en quelque sorte, de la conversation entre les deux hommes d'État, et Emmanuel Macron démontre qu'il n'a absolument pas lu les accords de Minsk, qu'il n'en connaît même pas le contenu. Et donc, on voit que là aussi, il n'a évidemment, et c'est une discussion qui a eu lieu donc en février 2022, juste quelques jours avant d'ailleurs le début de l'opération russe, et qui était une sorte de négociation de dernière chance, mais dans laquelle on voit que la France n'a pas essayé d'appliquer les accords, mais a essayé de s'imposer par rapport à ces accords ou d'imposer sa propre vue par rapport à ces accords. Ce qui évidemment n'était pas du tout la politique russe qui voulait l'application des accords. Donc Emmanuel Macron n'a pas tenu les engagements de la France à ce niveau-là. Et puis, il y a un troisième événement qui n'a pas été beaucoup relevé. C'est assez curieux d'ailleurs qu'aucun commentateur français n'ait relevé cette déclaration qu'on a découverte en fait avec l'interview de Vladimir Poutine par Tucker Carlson, et dans laquelle Vladimir Poutine dit mais en fait les accords que Zelensky avait proposés à la Russie en mars 2022 étaient entérinés eux aussi par la France et l'Allemagne. C'est d'ailleurs la France et l'Allemagne qui avaient demandé en gage de l'application de cette proposition de Zelensky, sur laquelle les Russes étaient d'accord. En gage de ceci, les Russes devaient retirer leurs forces de Kiev. Et là aussi, les Russes ont donc dit en geste de bonne volonté, ce qui a été toujours la version russe. Les Russes n'ont pas changé leur narratif sur cette question. Les Russes ont retiré leurs forces de Kiev en geste de bonne volonté en vue de l'application de cet accord. Et à peine les Russes avaient-ils retiré ça que les Occidentaux ont demandé à Zelensky de retirer sa proposition et on est revenu à la case départ. Et ce qui est intéressant, c'est que là aussi, cet événement a été rapporté dans les médias ukrainiens en avril 2022 déjà, et pas enfin, c'est revenu plus tard, en novembre 2023, mais en fait, les médias ukrainiens avaient déjà écrit en avril 2022 que le principal obstacle à la paix était les Occidentaux. C'était dans Ukrainska Pravda. Donc, on voit que Macron a fait une série d'allégations qui étaient fallacieuses, dans laquelle il a essayé de se présenter comme le sauveur de la paix, mais en réalité, c'est à cause de lui, en réalité, qu'on a cette situation. Enfin, pas seulement à cause de lui. Les Allemands sont co-responsables, mais il y a clairement, dans la situation qu'on observe aujourd'hui et dans la situation tragique dans laquelle se trouve l'Ukraine, la France est grandement responsable de ça parce qu'on aurait pu éviter ça dès le départ en appliquant les accords. Et maintenant, plus personne ne parle de ça parce qu'évidemment, ça dévoilerait le rôle finalement pervers que la France a joué en ne respectant pas sa parole. Alors, c'est pas du tout dans cet état d'esprit que se trouvent donc les politiques en France, et en particulier notre président, et c'est pas du tout dans cet état d'esprit non plus que se trouvent les médias. Et c'est amplifié par une autre phrase qu'a dit Macron lors de cette interview, où il dit « Nous n'avons pas une industrie de défense adaptée à une guerre de haute intensité territoriale ». Bon, alors là, on revient à cette idée de guerre en Europe, qui est d'ailleurs martelée à plusieurs reprises aussi par Emmanuel Macron durant son interview. Et là, il faut peut-être revenir un peu sur le contexte. Donc, depuis la fin 2023, début 2024, on constate que la situation en Ukraine est catastrophique. Je ne parle même pas des tensions que l'on trouve à Kiev elle-même, qui ont abouti à la destitution du chef des armées, Zaloujny, etc., et des tensions politiques qui a fait que, d'ailleurs, Volodymyr Zelensky a même annulé les élections présidentielles. Mais le problème est également que la communauté européenne se trouve tout d'un coup prise de court, parce que
Elle était convaincue, dès le début de l'opération spéciale russe, que la Russie allait s'effondrer très rapidement. Rappelez-vous les déclarations de Monsieur Le Maire, Bruno Le Maire. Et on a sous-estimé évidemment l'économie russe, la politique russe, surestimé le rôle de l'opposition en Russie, etc. Et on a pensé que le système russe, entre guillemets, allait s'effondrer comme un château de cartes dès le début des sanctions et la pression militaire que l'Ukraine apportait, qui devait être victorieuse d'ailleurs. Et puis, on s'est conforté dans un narratif que la Russie était en train de perdre la guerre, qu'elle n'avait plus de matériel, qu'elle avait plus de munitions, qu'elle avait plus de microprocesseurs et qu'elle devait démonter ses machines à laver pour les mettre pour mettre des microprocesseurs dans ses missiles, etc., qu'elle avait des mauvais chefs, qu'ils étaient mal commandés, que les soldats étaient découragés, etc., etc. Et puis, en 2024, tout d'un coup, on s'aperçoit que c'est pas du tout le cas. Et d'ailleurs, à ce propos, il est intéressant de voir que, alors qu'on avait une armée russe en décapilotade qui nous était décrite depuis 2 ans, tout d'un coup, c'est une armée russe qui menace toute l'Europe. Donc là, on se demande, est-ce qu'on mentait avant ou est-ce qu'on ment maintenant? Mais, vous voyez, donc là, il y a quand même quelque chose d'assez surprenant, qui d'ailleurs ne semble pas beaucoup surprendre les politiques français, d'ailleurs, ni les médias. Personne ne s'interroge sur ce décalage énorme de narratif. Mais bref, toujours est-il qu'à la fin de l'année passée, début de cette année, aux États-Unis, d'une part, parce qu'il y a les élections présidentielles, évidemment, et donc il y a un enjeu de politique intérieure, plus des questions qui sont vraiment liées à la politique intérieure, comme la question de l'immigration, la fameuse barrière à la frontière mexicaine, qui a fait que on a remis en question le financement ou l'aide qu'on apportait à l'Ukraine. Là-dessus, c'est effectivement greffé, en plus de ça, le conflit pro-palestinien, israélo-palestinien, qui a fait que les Américains ont tendance à donner une priorité à leur allié proche-oriental, c'est-à-dire Israël, et par conséquent à délaisser le théâtre ukrainien. Et du côté européen, on a vu un peu la même problématique. Et on a vu le psychodrame qui a été lié à l'adoption des 50 milliards que l'Union européenne voulait débloquer pour l'Ukraine et qui a été finalement débloqué au 1er février de cette année, mais qui a donné lieu à de vives discussions à l'intérieur de l'Union européenne, parce que là aussi, vous avez, et singulièrement, ce sont d'ailleurs des pays qui sont proches de l'Ukraine, donc, et même qui touchent l'Ukraine, qui ont exprimé un doute quant à la nécessité ou le besoin de continuer à financer l'Ukraine. Donc, on voit ces discussions au sein du camp occidental, et puis Zelensky, cerise sur le gâteau, reproche en janvier de cette année, si ma mémoire est bonne, il reproche aux Occidentaux de lui avoir promis 1 million d'obus pour la fin mars 2024, et il dit, c'était pas en janvier, je crois que c'était en février, enfin peu importe, de toute façon il déclare, on n'a reçu que 30% de ce qui était promis. Et derrière ce chiffre de 30% se profile un problème structurel important en Europe, c'est-à-dire que les capacités de production militaire ne sont plus en mesure de suivre le rythme des besoins de l'armée ukrainienne face à l'armée russe. Et donc, on se trouve un petit peu dans une situation où on a promis des grandes choses, on a tiré les plombs sur la comète d'une certaine manière, on a déclaré la défaite de la Russie, et on constate qu'on n'est pas capable de réaliser ces promesses, on n'est pas capable si vous voulez, de concrétiser ce que l'on a dit. Et donc, on est dans une fuite en avant qu'on a et qu'on observe d'ailleurs depuis février-mars de cette année, parce que Zelensky, voyant que le conflit moyen-oriental attire plus, d'ailleurs il l'a remarqué, il a dit, vous envoyez votre aide au conflit proche-oriental et l'aide qui nous était destinée. Et la presse ukrainienne d'ailleurs s'est faite l'expression de ce détournement de l'aide à l'Ukraine. Donc on voit qu'en Ukraine, il y a un vrai souci lié
au conflit proche-oriental. Zelensky a essayé de se rapprocher de Benjamin Netanyahou pour essayer de montrer qu'ils avaient une cause commune à défendre et donc que l'aide occidentale devait non pas se diriger exclusivement vers Israël, mais également venir vers l'Ukraine. Netanyahou n'a pas marché dans la combine, si vous voulez, parce que Netanyahou a très bien compris aussi la manœuvre et il préfère que l'aide occidentale, l'appui à la fois politique, peut-être surtout politique, mais aussi matériel, viennent plutôt en Israël. Donc l'Ukraine se trouve tout d'un coup un peu isolée. Et c'est là que Volodymyr Zelensky est venu avec cette idée que l'Ukraine était le dernier rempart contre une possible poursuite de l'offensive russe en direction de l'Europe. Et puis très rapidement, les Occidentaux, évidemment les pays baltes en particulier, parce que depuis le début, on pourrait dire depuis 2014 en réalité, les pays baltes agitent l'idée que la Russie veut récupérer leur territoire, veut les reprendre, etc., etc. Et donc, le narratif de Zelensky pour essayer de remobiliser la communauté occidentale a eu pour effet tout simplement de pousser les Occidentaux dans une sorte de fuite en avant. C'est-à-dire que tout d'un coup, on a adopté ce narratif, on a dit, voilà, la Russie va viser l'Europe, et c'est effectivement, en gros, ce qu'on a entendu dans l'interview d'Emmanuel Macron, que l'Europe était tout d'un coup menacée par la Russie. Or, si on regarde les faits, on constate que la Russie n'a jamais menacé l'Europe, elle n'a jamais déclaré qu'elle voulait attaquer l'Europe. D'ailleurs, on ne verrait pas quel objectif elle pourrait avoir, n'est-ce pas? Admettons même que la Russie cherche à reconstituer son ex-Union soviétique. Ça ne comprenait pas la Pologne, ça ne comprenait pas l'Europe, donc on ne voit pas, même dans l'optique d'une reconstitution de l'Union soviétique ou de la Russie tsariste, on ne voit même pas quelle pourrait être la finalité de la Russie à attaquer l'Europe. On conçoit bien que déjà la guerre en Ukraine, même si la Russie s'en sort bien et même si elle a réussi à tirer le meilleur parti de cette situation pour revitaliser son économie de défense et son économie en général d'ailleurs, malgré les sanctions et tout ça, on voit bien que si la Russie devait mener une guerre contre l'ensemble de l'Europe, elle arriverait certainement à mobiliser les troupes parce que du coup on est dans une situation où l'ensemble de la nation est concerné, donc on aurait des mobilisations générales, on n'aurait pas la même configuration que ce qu'on a en Ukraine, mais néanmoins une guerre en Europe serait pour la Russie sans doute un effort considérable et on ne voit pas très bien pourquoi la Russie le ferait à ce moment alors qu'elle a plutôt des conditions favorables sur le plan économique. Donc on a affaire à une sorte de fuite en avant des Occidentaux qui doivent surenchérir pour expliquer ou justifier, si vous voulez, une aide à l'Ukraine, une aide qui dépasse les simples problématiques budgétaires de court terme, puisqu'il faut pratiquement reconstituer une économie de guerre en Europe. C'est d'ailleurs ce que Macron a dit à plusieurs reprises, qu'il commençait une économie de guerre en Europe. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire concrètement qu'il faut, et d'ailleurs Macron l'a évoqué dans son interview, il faut multiplier les chaînes de production militaires, il faut accélérer les cadences. Donc on est vraiment dans une économie de guerre qui par ailleurs a des effets sur l'économie générale et le bien-être des Français. Alors, c'est intéressant de voir que Emmanuel Macron a dit que le prix de l'énergie, par exemple, que payent les Français, c'était la faute de la Russie. C'est totalement faux. Donc, la raison pour laquelle les Français payent leur énergie plus cher, c'est à cause des sanctions imposées par l'Union européenne. Et je précise Union européenne parce que les Américains leur avaient déconseillé de toucher le secteur de l'énergie. Je vous rappelle, c'est d'ailleurs dans mes ouvrages, les premiers ouvrages, notamment Opération Z, mais pas seulement, où j'avais évoqué cette espèce de contradiction, c'est que les Américains ont un regard
même s'il est très anti-russe et même si, évidemment, il a pour objectif d'affaiblir la Russie, tout ça est tout à fait clair. Par ailleurs, les Américains ont un regard beaucoup plus pragmatique et beaucoup moins dogmatique sur ce conflit. Et à plusieurs reprises, les Américains ont déconseillé les Européens d'adopter certaines sanctions parce que les Américains ont très bien compris que, au-delà de la Russie, les sanctions russes pouvaient déstabiliser l'ensemble du marché, notamment le marché des hydrocarbures. Mais l'Union européenne n'a pas voulu écouter et finalement, les Américains ont dit « bon, ok, on va y aller ». Mais parce que les Américains ont su que par ailleurs, ils pouvaient tirer profit de ça. Mais par exemple, le gaz naturel, c'est effectivement les Européens qui ont poussé les Américains dans ces sanctions et pas l'inverse. Donc c'est important de le dire parce qu'on dit toujours les Américains ont essayé de faire couler l'Europe. Non, je ne pense pas, malgré tous les défauts que puissent avoir les Américains, je ne pense pas qu'ils ont voulu nuire à l'Europe. Les Américains ont besoin d'une Europe qui est forte, qui est plus faible qu'eux, mais qui reste quand même forte. Et les Américains n'avaient pas comme objectif d'anéantir l'économie européenne. Par contre, ils ont considéré que l'économie européenne, et notamment dans la mesure où les Européens eux-mêmes ont appliqué des sanctions qui leur étaient nuisibles à eux-mêmes, les Américains ont considéré que l'Europe était un peu un dommage collatéral d'un objectif qui, plus largement, vise à affaiblir la Russie, de sorte que la Russie ne puisse pas renforcer la Chine. Donc voilà un petit peu le contexte dans lequel on est. Et donc on a dans cette interview, évidemment en filigrane de cette interview et en arrière-plan plus exactement, on a l'accord de défense ou de sécurité qui a été signé, l'accord bilatéral qui a été signé entre la France et l'Ukraine, qui a été validé d'ailleurs, ou ratifié plus exactement, par l'Assemblée nationale il y a 2 jours. Et là, il y a aussi quelques réflexions à se faire qui sont liées à ce contexte général. C'est-à-dire que, d'abord, la France n'est pas le seul pays à avoir fait un accord bilatéral avec l'Ukraine. Un certain nombre d'autres pays européens l'ont fait. Mais vous noterez que ça n'est pas un accord bilatéral entre l'Ukraine et l'OTAN. C'est un accord entre l'Ukraine et quelques pays qui appartiennent à l'OTAN, mais on est dans des accords bilatéraux. On n'est pas dans un domaine multilatéral. Et c'est important à dire parce que on constate que ces accords bilatéraux se sont faits dans un assez grand silence de Washington. Et on voit que les Américains ont une certaine méfiance à l'égard de cette situation. N'est-ce pas? Comme je l'ai toujours dit, l'OTAN, c'est avant tout une structure américaine, par la nature des choses, puisque l'OTAN est une organisation qui ne rassemble pas 32 pays à parts égales, mais qui met 31 pays sous le parapluie du 31e, ou du premier, comme on veut, qui sont les États-Unis. C'est bien le parapluie nucléaire américain qui est l'ossature, le squelette de l'OTAN. Et par conséquent, dans l'OTAN, les Américains peuvent, si vous voulez, c'est eux qui pilotent l'affaire. Avec les accords bilatéraux, les Américains n'ont plus de contrôle sur ce qui se passe. Et je pense que les Américains ont une certaine méfiance à l'égard des initiatives individuelles de certains pays, et notamment l'initiative de la France. Et c'est peut-être pas pour rien que les Américains ont dépêché ou renforcé leurs troupes en Europe, parce que l'idée des Américains n'est pas d'augmenter un potentiel de guerre contre la Russie, mais est là pour renforcer la présence américaine, pour rassurer les pays, notamment en Europe de l'Est, de façon à ce que ces pays ne s'engagent pas dans des initiatives individuelles du type de celle de la France, qui pourraient, elles, avoir une vocation déstabilisatrice. Donc, je pense que les Américains essayent de reprendre la main d'une certaine manière en disant « non, n'ayez pas peur ». On est quand même là, mais on est en arrière-plan, nous sommes là, mais nous n'avons pas d'accord particulier avec l'Ukraine. Donc je pense que c'est important et je pense que les Américains voient plutôt l'accord de la France avec l'Ukraine
comme étant plutôt un facteur de déstabilisation. Et également par le fait que, évidemment, il y a des conséquences au fait d'envoyer des troupes sur un théâtre de guerre, parce que l'Ukraine est un théâtre de guerre. Voilà pourquoi le contexte est assez important, et malheureusement, j'ai vu aucun commentateur en France qui a relevé cet aspect-là. Donc, il n'y a pas de risque. Les Russes n'ont aucune intention, n'ont jamais déclaré, et il n'y a aucune indication concrète que les Russes cherchent ou veuillent, aient l'intention, d'une manière ou d'une autre, d'attaquer l'Europe. Et d'ailleurs, quand on commence à creuser la chose, on vous dit oui, ça pourrait être dans 5, 8 ans, enfin, on vous donne un délai comme ça, ce qui fait qu'on est effectivement dans un domaine totalement, on est dans des suppositions, vraiment, on tire des plans sur la comète, rien de plus. Mais malgré tout, on s'aperçoit que la classe politique française marche dans la combine et adopte une politique qui, du coup, elle, porte sérieusement un risque inhérent. Et ce qui est intéressant aussi dans la décision d'Emmanuel Macron, c'est que apparemment, il a pris cette décision et le Parlement l'a entérinée malgré l'avis des militaires et malgré l'avis du peuple français, n'est-ce pas? Et ça montre aussi que lorsque l'on parle de nos fameuses valeurs, démocratie, etc., de quelles valeurs parle-t-on et de quelle démocratie parle-t-on? Parce que finalement, on s'aperçoit qu'on a une politique qui est forgée par une petite coterie de politiciens à Paris, mais qui ne correspond pas nécessairement à la volonté du peuple français et probablement pas non plus à la volonté du peuple européen, parce qu'on voit qu'un peu partout, dans les pays européens, la population, de plus en plus, considère qu'on devrait arrêter de soutenir l'Ukraine, non pas parce qu'on n'aime pas l'Ukraine, mais parce qu'on ne voit pas très bien quelle est la finalité de ce qu'on fait. Et que, en ce moment, on est simplement en train d'ajouter de l'huile sur le feu, et que cette huile sur le feu, finalement, arrange les bidons de personne, pas même des Ukrainiens. Donc on fait une sorte de... En fait, Macron fait sa propre guerre avec le sang des Ukrainiens. C'est exactement ça. Parce qu'on voit qu'en Ukraine même, la question d'arrêter le conflit et de négocier avec la Russie, c'est une notion qui monte et qui devient très très forte en Ukraine même. Donc on voit qu'on est dans la vision d'une petite élite, une petite coterie qui élabore selon ses propres principes une doctrine, ou pas une doctrine, mais une approche du problème qui ne correspond pas à la réalité des faits. Ce qu'on se rend compte, en fait, c'est que les Occidentaux pensaient finalement détruire ou laminer la Russie, que les Occidentaux se rendent compte que la Russie est en train de gagner la guerre, d'ailleurs c'est exprimé par pas mal de politiques maintenant, et par ailleurs, les outils militaires occidentaux ne sont pas en mesure actuellement pour contrecarrer un éventuel désir de la Russie d'aller plus loin et de ne pas s'arrêter en Ukraine. Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, si vous remarquez, le vocabulaire utilisé est intéressant. On ne parle plus du fait que la Russie pourrait perdre la guerre. On essaie simplement d'éviter qu'elle gagne. Ce qui témoigne d'ailleurs du fait qu'on constate qu'elle ne peut pas perdre. On essaye simplement d'éviter un succès spectaculaire. C'est un peu ça qu'on essaye de faire. Ce que vous dites d'ailleurs depuis 2 ans dans vos livres. C'est ce que je dis depuis 2 ans. De nouveau, dans le fond, on n'a pas changé. La forme a un peu changé parce qu'effectivement, on est un peu paniqué. Et quand vous dites que la Russie a une situation qui s'est améliorée, il y a aussi autre chose qu'il faut voir, c'est que de l'autre côté, la situation de l'Europe s'est dégradée. Et on voit les manifestations des paysans un peu partout en Europe, on voit l'inflation qui augmente, on voit que la fiscalité augmente aussi parce qu'il faut financer des efforts qu'on n'avait pas prévu de faire, des efforts vis-à-vis de l'Union européenne, vis-à-vis de l'Ukraine, etc. Et les annonces de M. Bruno Le Maire sur des augmentations d'impôts montrent que finalement, on n'est pas dans une situation aussi rose qu'on veut bien le dire, et qu'on aborde cette histoire, ou l'histoire de l'affaire ukrainienne, d'un point de vue de faiblesse. Et alors,
là vient à l'esprit tout de suite, dans l'allocution de Macron, j'ai eu l'impression, d'ailleurs je ne suis pas le seul, il y a d'autres commentateurs aussi qui ont eu la même observation, on est un peu dans la situation de ce film américain qui s'appelait Walk the Dog. C'est la situation où les États-Unis, alors c'est une situation fictive, où les États-Unis entrent en guerre dans un pays pour cacher finalement les problèmes de la politique intérieure et pour masquer les problèmes qu'a la Maison-Blanche en l'occurrence. On avait évoqué par exemple ce film Walk the Dog en 1998, lorsque Bill Clinton était dans l'affaire Lewinsky, pris dans cette affaire, et puis qu'il a déclenché des frappes contre l'Afghanistan et contre Khartoum, qui finalement seront les frappes qui seront la raison ou l'explication pour le 11 septembre 3 ans plus tard. Mais ce qui est intéressant, c'est que, moi je me rappelle, j'habitais New York à ce moment-là, et quand Clinton a déclenché ces frappes, on a tout de suite évoqué le syndrome de Walk the Dog. Et on est exactement dans cette situation-là en France. On a l'impression que la situation se dégradant en France un peu partout, que la situation en Ukraine que l'on avait annoncée comme extrêmement favorable à l'Ukraine, qu'elle ne pouvait que gagner, etc., que la Russie pouvait perdre. Et maintenant, il faut trouver une sorte de réponse, une réponse musclée, mettre en évidence autre chose pour, si vous voulez, conjurer d'une certaine manière les mauvaises nouvelles qui viennent par ailleurs. Donc, j'ai l'impression qu'on est un peu dans cette situation. Maintenant, effectivement, on est dans un contexte où le fait d'envoyer des troupes en Ukraine pose évidemment un grand nombre de problèmes qui n'ont pas vraiment été évoqués durant l'interview, malgré, je dois dire que les deux journalistes qui étaient là ont essayé à plusieurs reprises de pousser Macron dans certains retranchements, mais lui s'est contenté de rester dans la superficialité qui est la sienne, sans vraiment expliquer et pas seulement expliquer, mais justifier la décision qu'il a prise. Et on reste un peu dans l'expectative en ce qui concerne les modalités de ce qu'il a dit. Et c'est grave parce que de ces modalités peuvent découler un risque qui, du coup, pourrait mettre en danger l'ensemble de l'Europe. Et je pense qu'en l'occurrence, la Russie a toujours déclaré que ses objectifs étaient liés à la situation en Ukraine. Elle n'a jamais dit qu'elle voulait prendre l'ensemble de l'Ukraine, elle n'a jamais dit qu'elle voulait s'étendre au-delà de l'Ukraine, elle n'a jamais dit que ses problèmes étaient liés à autre chose. Et par conséquent, on est en train, en s'impliquant dans ce conflit, on est en train d'internationaliser un conflit qui jusqu'à maintenant était bilatéral. Enfin, jusqu'à maintenant, avec encore quelques précautions, puisque quand on parle de troupes en Ukraine, de troupes étrangères en Ukraine, alors bon, il y a les volontaires, ça on le sait depuis le début de l'opération russe, on sait qu'il y a des volontaires occidentaux qui se battent du côté ukrainien, mais là on a affaire à des individus, donc c'est pas, chacun peut faire comme il veut, c'est d'ailleurs ce qu'on avait en 2014 lorsque des Russes sont venus renforcer les gens du Donbass. C'était la même chose que les volontaires qui sont allés renforcer l'Ukraine en 2022. Donc là, ça ne veut toujours pas dire que les pays sont impliqués là-dedans. Mais depuis, la situation, c'est quand même un peu compliqué parce que les Français, d'abord, apportent, comme les Américains, des données de renseignement, c'est-à-dire des données, des data, n'est-ce pas, qui servent au ciblage des forces russes, y compris d'ailleurs à l'intérieur du territoire russe. Et c'est donc c'est des avions, notamment des avions de reconnaissance, AWACS, etc., qui fournissent des données qui sont utilisables par les Ukrainiens opérationnellement. Et on sait également par les déclarations d'Olaf Scholz il y a une quinzaine de jours, que les Britanniques et les Français ont du personnel au sol pour
la mise en place et l'engagement de missiles de croisière, respectivement Scalp pour les Français et Storm Shadow pour les Britanniques, qui sert également au calibrage et au ciblage des missiles. Donc on n'est pas simplement sur de la manutention, on est sur du ciblage, donc on a une fonction beaucoup plus sérieuse que ce qu'on a voulu dire. Et d'ailleurs, je l'ai déjà évoqué, mais je le répète, la frappe qui avait été faite en janvier par l'armée russe contre un hôtel de Kharkov dans lequel se trouvaient grosso modo une soixantaine de militaires russes. On parlait de militaires qui en fait étaient là pour la mise en œuvre de missiles antiaériens. Enfin, c'est du moins ce qu'on a dit en Ukraine. Les Russes n'ont jamais précisé, et naturellement les Français évidemment pas. Les Français ont quand même dit que ce n'étaient pas des mercenaires. Et effectivement, ce n'étaient pas des mercenaires. Un mercenaire aurait été payé par le gouvernement ukrainien. Donc ce ne sont pas des mercenaires. C'est des gens qui étaient du personnel d'accompagnement, enfin, c'est ce que l'on dit, ce serait du personnel français d'accompagnement des missiles antiaériens très sophistiqués qui ont été fournis à l'Ukraine et pour laquelle les Ukrainiens n'auraient pas eu le temps d'être formés. Donc voilà. Donc on a déjà, d'une certaine manière, un engagement sur le terrain. Mais si on avait, en plus de ça, effectivement des unités françaises sur le terrain, alors on complète un peu le dispositif. Alors évidemment, les modalités de cet engagement n'ont pas été définies avec précision. La plupart des commentateurs voient deux scénarios, en tout cas dans un premier temps. Ce serait soit que du personnel français prenne la place de personnel ukrainien pour certaines fonctions de façon à libérer du personnel qui puisse aller sur le front, ou bien alors que des unités françaises remplacent des unités ukrainiennes qui sont par exemple stationnées ou engagées à la frontière nord de l'Ukraine, c'est-à-dire à la frontière du Bélarus, de façon à ce que les unités ukrainiennes puissent renforcer le front. On sait que les Ukrainiens ont un problème de personnel et ils ont une armée qui évidemment se bat sur le front contre la Russie, mais ils ont également des forces vers l'arrière, notamment au nord du pays, parce qu'ils peuvent s'attendre à ils s'attendent à juste ou à tort ou à raison, à une offensive possible venant du Bélarus. Donc, en mettant des troupes occidentales à la place des troupes ukrainiennes, ça permettrait de renforcer le front. Donc, c'est un peu le scénario qu'on voit maintenant. On est dans des scénarios parce que, comme M. Macron l'a dit, il n'a pas voulu le préciser lui-même. Mais, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, d'une certaine manière, en ayant des forces françaises elles permettent de renforcer l'Ukraine, ça c'est une chose, mais il y a une deuxième fonction qui est importante et qu'il ne faut pas sous-estimer, c'est qu'en réalité, ce que fait Macron, c'est qu'il envoie une ligne rouge humaine, n'est-ce pas? Parce que c'est un peu ça, en disant et d'ailleurs Macron a dit lui-même, nous n'aurons pas de ligne rouge par rapport à la Russie, c'est-à-dire que si la Russie nous attaque, on ira. Donc là, d'une certaine manière, les forces françaises constituent une forme de ligne rouge, c'est-à-dire que si on attaque là, eh bien, la France n'aura plus de ligne rouge vis-à-vis de la Russie. Et à l'inverse, dans une interview qu'il a donnée il y a 2 jours, Vladimir Poutine a dit « Si la France n'a pas de ligne rouge avec nous, nous n'aurons pas de ligne rouge non plus vis-à-vis de la France. » Donc, on voit bien que l'intervention française, qu'on le veuille ou non, et malgré les déclarations de Macron qui a déclaré à plusieurs reprises que c'était la Russie qui était responsable, non. La France prend une décision unilatérale d'intervenir sur le théâtre d'opération militaire. Du point de vue russe, l'Ukraine est ce qu'on appelle un TVD, Théâtre Voyenir Действie, c'est-à-dire un théâtre d'opération militaire. Et quand vous intervenez sur un théâtre d'opération militaire, vous devenez de facto
un vrai co-belligérant. La France est déjà co-belligérante, mais elle deviendra ouvertement co-belligérante du coup. Et par conséquent, la décision de Macron, on peut prendre le problème dans n'importe quel sens, elle pousse le conflit vers le haut. D'abord, elle l'internationalise, parce qu'elle fait de ce conflit un conflit où les troupes françaises sont impliquées alors que officiellement elles ne l'étaient pas. Et puis, par l'accord de sécurité, elle implique que s'il y a des actions contre la France, contre les troupes françaises, eh bien, on peut passer à un degré supérieur. Et puis, comme on l'a dit, d'ailleurs, comme l'ont évoqué, ont essayé de sonder d'ailleurs les deux journalistes lors de l'intervention de l'interview de Macron, ils ont essayé de sonder si on pourrait arriver au niveau nucléaire. Donc, les Américains ont un regard très pragmatique sur cette situation. Les Américains, ils ont un peu le regard du businessman sur cette affaire, et c'est sans doute un peu par anticipation d'ailleurs de ce qui pourrait se passer si Donald Trump était élu, probablement. C'est-à-dire qu'ils constatent qu'ils investissent énormément dans ce conflit sans retirer le bénéfice qu'ils attendaient. Et donc, on le voit très bien, et ça commence à être une vision bipartisane, c'est-à-dire à la fois pour les républicains et les démocrates aux États-Unis, que effectivement, aujourd'hui, l'investissement en Ukraine n'a plus beaucoup d'intérêt politico-stratégique, et qu'il faudrait mieux laisser ce conflit pourrir de lui-même en quelque sorte. Donc, les Américains voient ces initiatives bilatérales, comme étant des initiatives, comment dire, un peu irrationnelles quelque part, parce qu'on voit bien que la France n'atteindra aucun objectif. L'objectif que la Russie ne gagne pas la guerre n'est pas un objectif. De nouveau, la Russie pourrait déclarer maintenant qu'elle a gagné la guerre, et Macron n'a pas atteint son objectif. En fait, il fait dépendre son objectif des Russes et non pas de lui. C'est ça qui est, si vous regardez la sémantique, c'est effectivement ça. Donc, on est dans une situation quand même où les Américains sont, je pense, un peu inquiets de la situation, de la tournure que prennent les événements. Donc, voilà un petit peu le contexte dans lequel on est. Et je pense que cette initiative est un petit peu, ou cette initiative française est un peu une sorte d'initiative de la dernière chance, une manière de masquer les faiblesses de la France en interne, en politique intérieure, dans plusieurs domaines. C'est une manière de bomber le torse. C'est une manière aussi, et on l'a vu dans la tonalité de l'interview de Macron, on a vu une sorte on a un peu l'impression du jeune coq qui se rebiffe un peu et qui essaye de combattre comme ça. Je ne crois pas que les Américains voient les choses comme ça. Ils le voient de manière beaucoup plus professionnelle, beaucoup plus, comment dire, beaucoup plus stratégique d'une certaine manière que le voit Macron. Pour rester sur le terrain de guerre, donc en Ukraine, que vous inspirent en fait ces soldats ukrainiens qui sont sur le territoire russe ? Alors, il y a une particularité qu'on n'a pas évoquée jusqu'à maintenant, c'est le fait qu'en Russie, on est en période préélectorale, si j'ose dire, puisqu'il va y avoir des présidentielles dans quelques jours. Et on sait que dans cette période, d'ailleurs on l'a vu tous ces derniers jours, qu'il y a une série d'actions ukrainiennes, on pourrait dire même occidentales, pour essayer de peser sur les élections et d'essayer de montrer un degré d'insécurité en Russie même, etc., afin de porter préjudice, si vous voulez, à la candidature de Vladimir Poutine. Et c'est un peu dans cet esprit qu'il faut voir, par exemple, le raid auquel on vient d'assister, d'un groupe
ukrainien, ou plus exactement d'un groupe, c'est d'ailleurs pas la première fois qu'il le fait, d'un groupe de ultranationalistes, et je peux même utiliser en l'occurrence le mot néo-nazi, russes, enfin d'origine russe, mais qui travaillent du côté ukrainien et qui ont mené des attaques contre Belgorod et contre Koursk. Et c'est pas la première fois. On avait déjà eu l'année passée plusieurs attaques du même genre, qui ont cette fois-ci encore été repoussées, et pas seulement repoussées, mais qui ont amené des pertes considérables parmi les attaquants. Donc c'est cette espèce de commando, enfin c'est un commando quand même relativement étoffé puisqu'il est venu avec des véhicules blindés, etc. Tous ces troupes ont été détruites. Une branche de ce groupe a déclaré qu'il avait atteint Koursk. Alors c'est assez amusant parce qu'ils ont fait une vidéo disant qu'ils étaient arrivés à Koursk, et en réalité, quand on géolocalise la vidéo, on s'aperçoit qu'en réalité, ils sont pas du tout allés jusqu'à Koursk, mais ils sont allés dans la région de Soumy, donc bien en Ukraine, mais qu'ils ont essayé de passer ça pour un succès contre Koursk. Donc on voit bien qu'il y a une volonté, il y a un objectif politique à ces attentats, ou ces actions. Je dis attentats parce que j'avais en tête également toute une série d'attaques qui ont été simultanées à cette attaque de commando contre différents objectifs à l'intérieur du territoire russe avec des drones, et qui a manifestement comme objectif de donner un sentiment d'insécurité qui est destiné à porter préjudice au pouvoir russe. Je pense que ces initiatives sont mal conçues parce que en Russie, et on le constate d'ailleurs depuis que les Ukrainiens essayent de mener comme ça des attaques par drone à l'intérieur de la Russie, le peuple russe réagit différemment. Il n'est pas découragé par ces attaques, mais au contraire, il y voit une nécessité supplémentaire d'une union nationale contre l'Ukraine. Donc l'effet est diamétralement opposé. On est dans un effet asymétrique, littéralement. Et je pense que les Occidentaux et les Ukrainiens, parce que les deux ont d'ailleurs, ceci étant, pour revenir à la question de la France, il semblerait, je mets ça au conditionnel, mais les informations que j'ai semblent l'indiquer, que ce commando a été formé par d'ex-membres de la Légion étrangère française, des membres ukrainiens, et comme vous le savez, la Légion étrangère ou l'armée française a en fait mis un certain nombre de personnels ukrainiens de la Légion étrangère en disponibilité temporaire, en fermant les yeux sur le fait, sur ce qu'elles allaient faire pendant cette disponibilité. Et on sait depuis le début du conflit, d'ailleurs, depuis 2022, qu'on a des mercenaires, ou plutôt, pas des mercenaires, des légionnaires, pardon, d'ex-légionnaires d'origine ukrainienne qui combattent aux côtés de l'armée ukrainienne. Et en l'occurrence, les commandos de l'autre jour sur Belgorod et Koursk ont été, semble-t-il, auraient été formés par des légionnaires de la Légion étrangère française. Donc, on est vraiment sur quelque chose qui est très politique, et puis qui est une vision très occidentale de la manière, parce qu'en Occident, on aurait probablement tendance à réagir contre le gouvernement, mais ça vient du fait aussi que nos gouvernements, les gouvernements que nous avons un peu partout en Europe d'ailleurs lentement, n'ont pas la confiance du peuple. Donc s'il se passe un incident, on a tendance aussi à se retourner contre nos dirigeants. En Russie, la chose est différente. Qu'on le déplore ou pas, on peut trouver toutes les justifications et les explications à ça. Le fait est que les Russes ont confiance dans Vladimir Poutine. Par conséquent, s'il y a quelque chose qui se passe, ils attribueront la responsabilité ou ils se ligueront contre l'adversaire et non pas contre Vladimir Poutine. Donc on est dans une dynamique de politique intérieure qui est très différente à celle qu'on trouverait dans un pays occidental. Vous voyez, Macron, il prend une décision d'aller en Ukraine, mais en réalité, la majeure partie de la population ne soutient pas cette initiative. Donc on est, si vous voulez, on entretient en Occident une sorte de méfiance, pour ne pas dire défiance, à l'égard de nos gouvernements, alors qu'en en Russie, l'adéquation entre la population russe et les décisions du gouvernement russe est beaucoup plus grande. Et par conséquent, la conséquence de ces opérations va rejaillir
contre l'Ukraine et non pas contre le Kremlin. Il pourrait même renforcer Vladimir Poutine dans les élections. Donc et c'est là de nouveau qu'on voit l'irrationalité de notre approche de la Russie, de nouveau qu'on le déplore ou pas. C'est pas la question d'être pour ou contre Vladimir Poutine. Le fait est que c'est comme ça. Et la particularité, ce que je constate aujourd'hui, au lendemain de l'interview d'Emmanuel Macron, ce que j'entends dans la presse française, des médias, des commentateurs, des journalistes, j'ai l'impression qu'on essaye de se convaincre d'une réalité qui n'est pas la réalité qui est vécue à la fois en Ukraine et en Russie. Et donc, on fait finalement ce qu'on appelle en anglais du wishful thinking, qu'en français, on appellerait peut-être plus facilement méthode Coué, c'est-à-dire qu'on se convainc qu'on a raison, que c'est notre manière de penser qui est la bonne, alors que les autres, eh bien, voient les choses différemment. Les Russes, ils ont engagé une opération militaire. La désignation d'opération militaire correspond à la désignation d'un théâtre d'opération militaire, Théâtre Vereinigtes, comme je l'ai déjà dit, et par conséquent, si on fait intervenir quelque chose dans ce théâtre, on devient automatiquement co-belligérant dans cette guerre. Et c'est ça que je pense on n'a pas du tout saisi en Occident. On n'essaye pas de comprendre comment pensent les Russes. On reste sur une pensée finalement, on pourrait presque dire qu'on est sur les bonnes vieilles traditions coloniales où c'est la métropole qui pense et puis finalement ce que les autres pensent ne joue strictement aucun rôle. On est dans une manière d'aborder les problèmes ou les crises, la manière du 19e siècle à certains égards. Je vous remercie Jacques Beau. Je rappelle que vous êtes l'auteur du livre « L'art de la guerre russe, comment l'Occident a conduit l'Ukraine à l'échec » aux éditions Maximilio. Merci à vous.